J'espère que tout le monde n'est pas encore endormi après le déjeuner, on appelle ça déjeuner en France. Donc moi je suis de Belgique, n'est-ce pas? Donc je vais parler sans accent, j'espère. Ou je pourrais parler anglais, mais je sais pas combien de personnes ça dérange si je le fais en anglais. Ok. Bon bah c'est 5 contre Sébastien qui est tout seul. Donc, sorry. Et j'ai paumé l'écran. Ah, d'accord. Donc, oui, je suis de Belgique. Et je vis à Londres maintenant. J'ai vécu en Suisse. J'ai parlé beaucoup anglais, donc j'ai quand même un peu du mal à parler français. J'ai des mots qui me sortent plus, qui me sortent en anglais. Donc, de temps en temps, ça va sonner un peu à la Jean-Claude Van Damme. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez rire. Sinon, ben voilà. J'espère que ça passera. Sinon, ben, moi, juste 2 mots vite fait. Je suis lead développeur de Composer, j'ai fait pas mal de symphonies et d'autres machins open source. Et là, dernièrement, je fais du consulting et freelancing un peu autour de Symfony et autres PHP, JavaScript. Ok, alors j'ai beaucoup de slides, j'ai 35 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Et vous voyez même pas les slides. Pourquoi on voit pas les slides? Moi, je vois l'autre slide, hein, mais... Ouais. Cool. Merci. Alors, je voulais... pour commencer, juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais utilisé Composer? Ok. C'est pas grave, mais je suis désolé, ça va peut-être être un petit peu compliqué à comprendre. Parce que je visais vraiment plutôt une audience qui est assez familière avec Composer déjà et essayer d'apporter quelque chose en plus, donc bon, on verra. Alors tout d'abord, Semantic Versioning, tout le monde connaît? Qui connaît? Non? Qui connaît pas? Il y a un nom? Ouais, bon, pas mal, ok. C'est déjà bien, vous devrez tous aller lire ça, hein. C'est sur semver.org, c'est pas très long, c'est une page, elle n'est pas super longue, donc peut-être si vous embêtez sur les toilettes une fois ou quelque chose comme ça, c'est une bonne lecture. En gros, ça définit un standard de versionning qui dit qu'il y a trois chiffres dans une version, il y a majeur, mineur et patch. Et ça correspond en gros à la stabilité, voilà, je ne sais pas comment on appelle backwards compatibility en français, je suis désolé. Voilà. Donc tant que vous n'avez pas de BC break, le premier élément reste le même. Tant que vous n'ajoutez pas de nouvelles features, le deuxième élément reste le même. Et tant que vous ne faites rien, le troisième reste le même. Donc quand on fait des bug fixes, en gros ça se présente comme ça, on développe. Alors il y a un petit truc qui est spécial, c'est quand on est en version 0.x, tout est décalé d'un. Donc en gros le point 1 ici, si on fait un BC break, on passe en point 2. Donc quand on fait juste des bug fixes ou qu'on ajoute même des features, on ajoute sur le dernier chiffre. Si on fait un breaking change, on passe en 0.2. Après, tôt ou tard, il faut espérer qu'il y aura une release stable. Ça arrive qu'il n'y en ait pas, mais c'est quand même mieux. Et puis après ça, donc là, à partir de ce moment, on suit vraiment les règles de Semver qui disent donc bug fix, point 1, puis point 2, etc. Dès qu'on a une nouvelle feature, on ajoute sur la version mineure. Et si on casse la compatibilité d'une quelconque manière, en théorie, ça devrait être un 2.0. Et puis 3.0, etc. C'est très important de savoir ça,
des deux côtés, du côté mainteneur d'une librairie et du côté consommateur aussi, parce que c'est un contrat qui explique vraiment, qui permet de communiquer énormément juste en ayant un numéro de version en fait. Donc, si vous voyez si Symfony 3 sort, on peut peut-être s'imaginer qu'il y a des trucs qui vont casser. C'est assez logique. Si on sait que la librairie suit ce principe et qu'on comprend le principe, la communication passe très bien. Et beaucoup de gens respectent ça, donc c'est bien de le connaître. Si jamais vous avez des questions au milieu de la présentation, c'est possible peut-être. Je ne sais pas si je vais me faire crier dessus si je dis ça, mais vous pouvez toujours essayer de demander. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Alors, deuxième point, les contraintes de version. Donc, c'est quand on require un package, il y a une contrainte qui dit quelle version on aimerait avoir installée. Donc, les plus simples, c'est une version exacte, c'est dire voilà, je veux exactement la 1.0, 1.2.3 bêta machin, etc. C'est facile. D'autre part, on a ces ranges qui sont, bon, c'est assez, je pense que ça tout le monde comprend assez facilement, c'est n'importe quoi qui commence par 1.0 point n'importe quoi. Après, on a autre chose qui est ce plus grand ou égal à, ou bien juste plus grand que. Et ça, c'est une très mauvaise idée parce que si on repense à ce principe de Semver, ben là, quand la 2.0 sort, le composer il va l'installer parce que 2 c'est plus grand ou égal à 1, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous utilisez ça, en général, les gens le font que pour la version de PHP, ce qui est OK. Bon, c'est OK, c'est toujours une moyenne idée, mais je peux comprendre, on va dire, parce que de toute façon, on va pas dire que PHP suit vraiment strictement Semver, ça devient de mieux en mieux, mais bon, voilà, je vais pas discuter sur celui-là, mais pour tous les autres packages, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée d'utiliser cet opérateur. Juste au cas où vous ne connaissez pas, il y a une possibilité de combiner deux opérateurs avec AND ou OR. Donc, enfin, avec la virgule qui est AND et le... Je sais pas comment on dit en français de nouveau, mais pipe, ouais, c'est en anglais ça. Hein. D'accord, bon. Ouais, ouais. Barre toute droite, très longue. Ok. Alors après, il y a l'opérateur qui est le plus intéressant, qui n'est pas un opérateur très classique en termes mathématiques ou autres, mais c'est présent dans NPM, c'est présent dans Bundler aussi. En Bundler, c'est différent, il y a le tilde et puis un plus grand que, mais c'est plus ou moins la même chose. Ça dit en gros que le dernier chiffre qui est défini à gauche, donc ici le point 2, peut augmenter, mais c'est tout ce qui peut changer. Je ne sais pas si c'est clair. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est équivalent à dire je veux la 1.2 minimum, et ça peut être 1.3, 1.4, 1.5, 1. N'importe quoi. Tant que le deuxième augmente, c'est bon, mais le premier, il ne peut pas bouger dans ce cas-ci. Donc c'est équivalent à dire plus grand que 1.2 et plus petit que 2.0. Dans ce cas-ci, on dit je veux avoir au moins les features qui sont dans la version 1.2 et puis je veux tous les bug fixes et toutes les nouvelles features, si elles arrivent, pourquoi pas, mais je ne veux pas de BC breaks, ce qui est dans la plupart des cas ce que les gens veulent, il me semble. De la même manière, si on spécifie 1, 2, 3, ben là c'est le troisième chiffre qui peut augmenter, donc on est bloqué à la version 1.3, on n'ira jamais jusque-là. Donc vraiment, il n'y a aucune raison, plus ou moins aucune raison d'utiliser autre chose que ça. Surtout pour les librairies, c'est vraiment important si vous avez une librairie d'utiliser ça parce qu'il faut laisser une certaine marge pour les nouvelles versions parce que sinon... si vous avez deux librairies qui utilisent des versions différentes, c'est impossible d'installer.
Mais je pense que c'est aussi une bonne chose pour tous les projets parce que ça vous permet d'avoir tous les bug fixes. S'il y a des security fixes, machin, vous prenez tout sans vraiment réfléchir. En général, ça va bien se passer parce que s'il y a s'il y a une casse dans la compatibilité, ça va se faire dans une version supérieure 2.0, 3.0, etc. Donc voilà, très important. Ici. Bon. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a ajouté récemment. Si vous voulez installer un nouveau package, il y avait déjà la commande require. Je sais pas qui a déjà utilisé le composer require juste en command line. Wow, pas mal, ça c'est cool. Donc vous êtes tous très fainéants, c'est bien. C'est des bons développeurs. Donc maintenant, depuis quelques semaines, voire un mois peut-être, si on fait juste composer require monologue par exemple, il n'y a plus besoin de mettre une version. Et il va aller tout seul, il va regarder quelle est la version actuelle la plus haute et il va créer un require avec le tilde qui match la version actuelle. Donc ça fait the best thing is done by default. Désolé. La version mineure ou la version patch La version mineure. Parce que sinon, sinon t'es bloqué en 1.11. Si on faisait 1.11.1, ça upgradera jamais en 1.12, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais après, si tu as vraiment besoin du dernier patch, par exemple, tu peux ajouter virgule 1.11.1, au plus grand que 1.11.1. Comme ça, tu dis il faut que ce soit au moins plus grand que ça. Mais il y aura quand même la contrainte du tilde qui fait qu'il ne passera pas en 2.0. J'espère que c'est clair. Alors, stabilities, ça, je pense que c'est plus ou moins clair pour tout le monde. Il y a ces stabilités, donc qui vont de dev à stable, alpha, beta, RC. Ça, c'est pas très compliqué, c'est juste l'ordre dans lequel c'est priorisé. Les tags, en gros, si vous faites un tag, ça peut être RC, ça peut être stable, ça peut être alpha ou beta, selon ce qui est contenu dans le tag. Par contre, les branches, c'est toujours dev. Il n'y a pas le choix. Il y a des gens qui essayent des fois de faire une branche qui s'appelle 2.0 stable, un truc comme ça. Non. Une branche, de par sa nature, ça peut changer à tout moment, donc c'est pas stable. Et c'est un truc qui n'a aucune garantie. Un tag, en théorie, ça ne doit pas changer non plus. Évidemment, d'un point de vue en pratique, il y a toujours moyen de supprimer un tag, retaguer, etc. Mais il faut... Voilà. Normalement, un tag, c'est point in time, ça ne change pas. Une branche, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps, donc on les considère toujours comme dev. Alors, conflit de résolution. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué avant, je pense. Oui. Si vous avez, par exemple, si vous utilisez deux packages, il y a Cool Alice et Lazy Bob, et on fait le boulot correctement, on utilise le tilde dans les deux cas, super. Le problème, c'est que les deux dépendances, il y a un ancien package là qui a été fait avant qu'on ait l'opérateur tilde, et puis Lazy Bob, il n'a pas updaté son package. C'est très dommage parce que donc ça dit qu'il veut une version 1.3 ou bien 1.4, mais jamais 1.5. Dans ce cas-là, on a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être déjà eu ce genre d'expérience. Les gens en général ne sont pas très contents parce que ça n'a pas l'air d'expliquer clairement ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est assez clair. Non, je comprends le problème, hein, c'est pas ça, mais si on regarde ligne par ligne, ça dit quand même qu'on a demandé Lazy Bob
c'est installable avec la version LazyBob 1.4. On a demandé cool Alice, c'est aussi installable. Et puis les deux là, ils ont donc ils require tous les deux Monologue avec des versions différentes. Et on voit la liste de packages qui pourraient être installés. Il n'y a pas une version qui est dans les deux listes. Du coup, il dit, bon, ben, on peut que seulement installer la version 1.6 ou 1.3 ou la version 1.6 ou 1.3.1, machin, et puis il y a une infinité de combinaisons plus ou moins, mais voilà, c'est pas possible d'installer deux versions de Monologue à la fois. Ça serait cool si on pouvait, mais PHP est fait tel que c'est pas vraiment possible. Et voilà, c'est peut-être pas toujours très clair, mais malheureusement, c'est avec les données qu'on a dans le solver de dépendance, c'est plus ou moins le mieux qu'on peut faire pour l'instant. Donc voilà, c'est un problème. Si vous n'utilisez pas le tilde, en tant que library maintainer, il y aura des problèmes tôt ou tard. Dans ce cas-ci, on a un problème avec la stabilité. C'est aussi quelque chose que j'imagine beaucoup de gens ont eu une expérience avec. Si on require quelque chose qui a un requirement sur une version dev master ou bien dev, peu importe ce que c'est que par défaut on a quelque chose comme ça qui dit que Monologue en version dev master n'a pas été trouvé en gros. Parce que ici on ne spécifie pas que Monologue peut être installé en version dev et on n'a pas de minimum stability. Et par défaut, si on ne la spécifie pas, ça va être stable. Donc ça veut dire qu'un package qui est en version dev, Composer ne regarde même pas, il n'existe pas. Donc ici, il dit, bon, il n'y a pas de Monologue Dev Master, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire un require sur Monologue en version dev, ou bien ajouter le minimum stability, mais alors là, on change tout, donc c'est pas idéal. On peut juste ajouter le add dev sur le require de Monologue. Et là, ça devient valide, ça va s'installer, parce que Bad Package là en bas, il a un require sur Dev Master. Et pour l'instant, dans Monologue, il y a ce branch alias qui dit que Dev Master c'est une version équivalente à 1. Bon, maintenant c'est pas 1.7, c'est 1.11, mais c'est donc la version Dev Master est équivalente à 1. Quelque chose. Et nous, là, on require 1. n'importe quoi en version dev. Enfin, le add dev, ça ne dit pas installe une version dev, ça dit je permets les versions dev peuvent être installées. Donc, ce qu'on a au final, c'est que celui-là require DevMaster, donc DevMaster va être installé, et DevMaster il dit, moi je suis un équivalent 1.7, 1.7 ça match aussi le 1. Étoile qu'on a en haut là, donc tout va bien, ça s'installe, c'est super. Voilà, on est très content. Le problème c'est que tôt ou tard, une version 2.0 qui va arriver, et qu'est-ce qui se passe là? La version DevMaster, elle devient une 2.0. Elle est plus équivalent 1.7 ou 1.11 ou peu importe. Donc, on a à nouveau un problème. Et dans ce cas-ci, il n'y a plus vraiment de bonne solution parce qu'on ne peut pas dire je veux la version DevMaster parce qu'elle est équivalente. Non, elle n'est plus équivalente du tout. Il n'y a plus de version qui équivaut au DevMaster à l'époque où le bad package a été écrit et que c'est fini, ça fait partie de l'histoire, c'est triste, mais c'était une branche, il ne fallait pas dépendre d'une branche qui va changer. Sauf si on maintient son code de manière très active. Donc dans ce cas-ci, soit on require 2.0 et puis on espère qu'il n'y a pas tout qui pète. Ce qui est... En tout cas avec Monologue, je peux vous dire que le jour où il y a une 2.0, ça va sûrement péter. Après les autres, on ne sait jamais, mais bon, le problème c'est que si ça casse tout,
vous pouvez peut-être fixer votre code dans votre application, mais l'autre package, qui c'est qui va le fixer? Ben, on ne sait pas. Donc c'est vraiment important d'avoir ces requires corrects. Alors, un autre thème un peu fâcheux, logfile. Qui l'ajoute à son gitignore? Soyez fiers. Pas si fiers. Je suis pas des... Il y a peut-être des... Ouais, non, bon. Peut-être. Faut pas. Vraiment, il faut pas. Si vous n'avez pas levé la main et que vous l'avez quand même ajouté dans le gitignore, c'est pas grave. Je veux pas savoir, honnêtement. Mais il faut pas le faire parce que il y a régulièrement des gens qui se plaignent, qui disent ah oui mais ça utilise trop de mémoire, machin. Oui, bon oui, c'est vrai que ça utilise beaucoup de mémoire, faire un update. Mais en général, c'est pas un problème sur des laptops et autres qui ont 8 Go, 12 Go, 16 Go de RAM. On s'en fout. Si ça consomme 1 giga pendant 5 minutes, on s'en fout. Le problème, c'est quand les gens ils font ça, ils font des installations sur une petite VM qui a 1 giga de RAM ou sur un hébergement shared hosting, machin là. Je sais pas comment ça s'appelle non plus. Vous pouvez me réapprendre le français, c'est fantastique. Et donc voilà, ils ont des problèmes parce ils ont pas il n'y a pas le composer lock et du coup, quand on fait un install, un composer il doit refaire toute la résolution des dépendances et c'est ça qui bouffe de la mémoire. Donc il y a deux choses. D'une part, c'est ça, c'est vraiment si vous avez des problèmes de mémoire dans une VM, etc., peu importe en production, il faut utiliser ce composer lock et il ne faut pas faire un update, il faut faire un install. Parce que si on fait un update, le composer lock il ne sert à rien, il est ignoré. Donc vraiment, pour installer en production sur une machine de build, etc., il faut en général utiliser install et avoir le composer lock qui est dans le Git ou autre. L'autre avantage qui est aussi assez énorme, c'est d'avoir des installations qui sont reproducible, reproductible peut-être, ouais. Parce que d'une fois à l'autre, voilà, moi j'ai eu le cas avec Bower, parce que Bower il n'y a pas de logfile. Et un jour j'ai déployé. Ça marchait très bien sur ma machine. Je déploie. Le script de déploiement, il fait un Bower install. Et puis en prod, il y a tout qui pète. Je suis là, bon, je sais pas ce qui se passe. Alors, je réessaye en local. Ça marche. Ça marche pas en prod, ça marche en local. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tôt ou tard, j'ai découvert que la version de jQuery était passée de 1.11.1 à 1.11.2 et jQuery, ils suivent super bien Semver, donc en 1.11.2, il y a tout qui explose. Et donc voilà, c'est super. Et il n'y a même pas de solution à part vraiment faire un require sur la 1.11.1. On ne peut pas bloquer ça dans un état consistant over time, quoi. La prochaine fois, vous revenez, vous installez votre projet, si vous n'avez pas de log file, vous avez des nouvelles versions, des trucs différents. Peut-être ça ira bien, peut-être pas. Donc, c'est vraiment important parce que ça peut être même quelqu'un d'autre dans l'équipe qui installe le projet, une version différente, tout à coup il y a un bug qui est que sur une machine. En général, ce genre de problème, d'abord les gens vont perdre une demi-journée à essayer de trouver ce qui ne va pas avec cette machine avant de se dire ah peut-être qu'il y a une version différente. C'est logique parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et du coup, voilà. Composer lock, committed. Alors, une autre, c'est une feature, je sais pas, c'est pas très très récent, mais ça fait quelques mois, mais je pense pas que c'est très utilisé. C'est la possibilité de définir des commandes en gros pour Composer en lui-même via les scripts.
Donc je pense que les scripts, tout le monde a plus ou moins vu ce que ça faisait. Juste, si vous utilisez Symfony, il y en a déjà pas mal qui sont là, qui se font à la fin de l'installation par exemple, des choses comme ça. Mais il y a une possibilité, c'est de dire, si on définit un script qui est test, c'est pas un nom d'un event dans Composer, c'est pas quelque chose que Composer va déclencher lui-même. Mais si vous le définissez comme ça, tout à coup, vous pouvez faire Composer test. Si la commande test n'existe pas, il va regarder dans les scripts, et s'il y en a un qui match, on exécute ça en gros via bash, ou aussi, ça peut être aussi un appel statique à une fonction. Donc si vous avez un class name, 2.2. Une fonction, ça peut être aussi appelé comme les autres scripts. Bon, pour PHP Unit, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas super intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que, en gros, si vous faites un require de PHP Unit, il va être installé dans le vendor dir. Par défaut, il est installé dans vendor. Et par défaut, ce bin dir ici, ça s'appelle vendor bin, donc il y aura un script qui s'appelle vendor/bin/phpunit. Et s'il faut taper ça à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu emmerdant. Donc là, il y a une chose, c'est que si on voit dans le script à la ligne 7, c'est juste écrit PHP Unit. Et la raison pour laquelle, c'est que le bin directory, il est ajouté sur l'environnement, le path, donc sur le variable d'environnement path. Donc ça devient, tout ce que vous avez comme binaries installés via Composer deviennent en gros des commandes globales qui peuvent être appelées dans ces scripts. Et puis il y a toujours moyen de passer des arguments, il faut juste avoir ces deux tirets qui disent que c'est la fin des arguments pour Composer et qu'après ça commence les arguments pour le reste. Enfin les arguments pour le sub-process. Ok. Alors, pour utiliser des for, ça c'est peut-être quelque chose qui est assez intéressant pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Qu'il y a un bug dans Symfony par exemple, ce qui arrive, ou c'est fin maintenant. Ok. Je finis vite ça et puis je passe la dernière section là. Donc si vous avez si vous trouvez un bug dans une librairie, etc., c'est une bonne chose de pouvoir utiliser votre patch avant qu'il soit mergé, parce que des fois ça peut prendre du temps. Donc une chose qu'on peut faire, c'est déclarer la repository comme ça. Et puis le problème, c'est que, donc oui, excusez-moi, mais trop de messages qui m'arrivent là. Donc si on require là en dev master, tout à coup on va avoir notre version qui est installée à la place de Symfony. En général on fait ça dans une branche plutôt que dans master, donc on voudrait requirer dev my patch machin. Bon, c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a sûrement autre chose qu'on a installé qui dépend de Symfony, qui va dépendre de la version 2. Machin et pas la version dev my patch qui a aucune équivalence en termes de chiffres. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire je veux dev my patch as 2.5. Ça dit en gros installe dev my patch, mais tu lui fous un peu de peinture, comme ça a l'air d'être un 2.5, et tout ce qui a besoin d'un 2.5, ils seront contents. Ça permet de faire des choses tout à fait incorrectes. Hein. Faut vraiment faire gaffe avec ça. Mais si votre patch est basé sur une 2.5.0, bon bah, c'est ok, on va dire que c'est équivalent, ça devrait aller quoi. Mais il faut faire attention avec ça quand même. Voilà, bon. Ça je vais passer, mais si vous voulez, c'est très intéressant. Vous pouvez venir me parler après, ou bien aller sur le site torrentproxy.com. Et puis ça, je vais passer aussi parce que je comptais passer de toute façon. Tac, 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 tac. Merci.
Maintenant, j'espère qu'on a un peu de temps pour des questions. Il reste combien de temps? 7 minutes? 5, 6? À 15 minutes. Ah, donc le fin, c'était pas la fin. Je me suis fait avoir, c'est ça. C'est ça l'autre message. Bon. Bon, si vous avez beaucoup de questions, sinon je reviendrai sur les slides à la fin. Allez, un petit vite fait, torrent proxy. Donc vite fait, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé en juin, je crois. Le but c'était de faire un proxy qui améliore les performances, qui améliore la reliability, résilience, je sais pas comment on dit. Mais en gros, avant c'était pas bien, puis avec ça c'est mieux. Donc oui, il y a plusieurs choses qu'il fait, c'est que ça fait un miroir des repos Git. Tôt ou tard, ça fera aussi les repos Mercurial, je pense, mais pas encore. Et toutes les zip files. Donc si vous utilisez Satis par exemple, Satis fait les zip files, mais pas les repos Git. Ça fait aussi ce genre de hosting pour vos packages internes. Donc si vous avez des choses que vous ne voulez pas partager sur Packagist. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez du code expérimental qui sert à personne, il ne faut pas forcément le mettre sur Packagist. C'est pas obligé. Je ne veux pas juger qui que ce soit, mais des fois c'est un peu bizarre quand même ce qui se retrouve là. Donc voilà, si vous n'en avez pas forcément besoin, c'est bien de le mettre sur GitHub pour la postérité, peut-être pour montrer à quelqu'un que vous avez fait ça, si vous cherchez du boulot, juste pour montrer que vous avez fait des trucs, cool. Mais il ne faut pas forcément le partager avec tout le monde si c'est le 400e, la 400e librairie qui fait la même chose. Voilà. Mais bon, soit, parenthèse finie. Donc si vous avez des packages internes dans votre entreprise, ça vous permet aussi de les avoir là. Et puis le troisième aspect, qui est peut-être un peu fâcheux, c'est que c'est pas gratuit, il y a une licence qui est payante. Le but, c'était que moi je puisse avoir un peu d'argent des fois. C'est juste qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que tout ce composer, packagist, machin, les problèmes un peu fun, ils sont réglés. Puis maintenant, c'est beaucoup de maintenance, des bug fixes, régler des problèmes ou du support pour des gens que je connais pas. C'est pas toujours très rigolo, donc la motivation était un peu de plus en plus basse. Donc je me suis dit, il y a un moment, il faut que je trouve un moyen d'avoir un juste milieu entre boulot et open source et machin. Et donc je me suis dit, c'est peut-être un moyen comme ça d'avoir du revenu financier qui est plus ou moins lié à Composer, qui me permet de bosser dessus, mais qui est pas directement demander des donations, je sais pas quoi, parce qu'en général ça marche pas très bien ça, si on est honnête. Donc là c'est un produit que votre entreprise a, ça vous amène j'espère quelque chose, et en échange moi ça m'amène du temps que je peux passer sur le reste qui est open source, que vous utilisez quand même, donc c'est un peu win-win. Ou gagnant-gagnant comme on dit ici. Voilà, c'était ça, donc l'adresse si vous voulez, et maintenant je pense que je suis vraiment à 10 minutes, peut-être. Parce que ça c'est, je sais pas, qui a une librairie? Qui a réalisé un truc? Bon, on en parle après alors. On a un petit groupe, c'est vraiment juste pour ceux qui veulent réaliser quelque chose. Vous pouvez aussi aller voir dans les slides, c'est 2-3 mots, des choses importantes je trouve à tenir en tête ou à garder à l'esprit. Tenir en tête, c'est une traduction littérale vraiment pourrie. Garder à l'esprit, c'est voilà. Donc voilà, mais je passe ça, je pense que ça vaut pas le coup. Un remercie. Maintenant, si vous avez des questions. Je voudrais savoir si tu pourrais nous donner un aperçu du type d'infrastructure qu'il y a derrière Packagist et Composer, vu qu'on est tous en train de faire du self-update tout le temps. Il n'y a pas grand-chose, en fait.
Il y a beaucoup moins que les gens pensent, je pense. Parce que la plupart des données, elles viennent des packages, et tout ça, ça vient de GitHub. Donc, ce que nous, on sert depuis Packagist, c'est que du JSON, c'est que les métadonnées, en gros, des packages. Donc, c'est ce qui permet au solver de décider quoi installer. Mais une fois que ça passe en phase d'installation, ça touche plus vraiment Packagist. Du coup, c'est beaucoup de requêtes, mais c'est des requêtes sur des fichiers JSON statiques. Donc, c'est Nginx qui est comme ça toute la journée. D'accord. Il ne se passe pas grand-chose. Et puisque tu en as beaucoup parlé, de requêtes, mais c'est pas... Et puisque tu en as parlé, comment c'est financé tout ça, justement, serveur, etc. Ben ça, c'est Bibi, comme on dit. Donc voilà, c'est pas énorme parce qu'il n'y a pas des besoins énormes en termes de bande passante ni rien. Enfin, c'est conséquent, mais c'est pas gigantesque, disons. Donc, en général, c'est ça. C'est les gens ils viennent, ils disent ah mais je peux offrir un serveur si ça aide. Enfin, si on compte en termes de manque à gagner, de temps que je passe là-dessus par rapport à ce que coûte le serveur, je peux acheter beaucoup de serveurs avec tout le temps que j'ai passé dessus. Enfin, si j'avais bossé en gros au lieu de faire ce genre de truc open source qui est très fun mais qui ne paye pas grand-chose. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que je comprends la question et c'est toujours la première question qui vient quand les gens réfléchissent au côté pognon parce que on voit ce qui part en argent. Moi, je vois ce qui part en ce qui vient pas, en fait. Donc, voilà. Merci. J'espère que ça... Déjà, merci beaucoup pour le produit. Petite question, parce que c'est assez personnel finalement. Est-ce que c'est ouvert en fait? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont capables d'accepter des push requests, des pull requests sur ce projet, ou est-ce que c'est volontairement Oui, il y a deux parts à la question. Une, c'est oui à quelqu'un d'autre. Il y a Nils Aderman qui a aussi créé le projet, qui à la base a fait toute la partie solver, etc. Techniquement, il a accès. Dans les faits, il n'est pas très présent récemment parce qu'il était pris avec ses études, etc. Puis une fois que la partie solver était finie, le reste c'était pas très intéressant pour lui, je pense. Chacun son truc. Donc il a un peu plus ou moins disparu, mais il est là. Enfin, de temps en temps, il fait quelque chose aussi. Donc il y a une autre personne, on va dire. L'autre part de la question, c'est pourquoi il n'y en a pas d'autres. Je dirais qu'il n'y a personne qui est intéressé. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait peur à tout le monde ou si c'est parce que j'ai une vue qui est un peu distorted, qui est... Disons, il y a aussi une question de confiance et je suis un peu control freak sur les boards, donc c'est clair que ça, je prends la responsabilité sur ce côté-là. Mais c'est vrai que disons que quand je vois ce qui vient comme pull request, en général, même quand c'est des bonnes pull requests, les gens pensent à leur petit use case sur lequel ils sont en train de bosser. Et c'est un énorme projet qui touche énormément de gens. Et c'est vraiment dur de penser sans arrêt à toutes les manières d'approcher un problème que les gens vont avoir. Et en général, quand je merge quelque chose, même si c'est une petite pull request qui a l'air facile, machin, je peux reviewer le code en 5 minutes, ça, je dirais peut-être une fois sur 2, une fois sur 3, ça me prend 2 heures. Parce que je merge en local, j'essaye, je commence à jouer un peu, et je me rends compte que c'est complètement pété, il n'y a plus rien qui marche. C'est juste que voilà, dans le chemin dans lequel la personne l'a pensé, ça marche très bien. Mais il faut une connaissance globale du projet et ça demande énormément de temps et d'investissement. Et je pense que vraiment, il n'y a pas énormément de personnes qui ont envie de faire ça ou qui ont le temps. Je dois dire, j'ai été assez fortuné d'avoir... j'avais ma propre entreprise, j'ai toujours, mais je veux dire, ça m'a permis de prendre aussi du temps en heures de travail, je dirais, pour faire ça qui rapportait pas grand-chose à l'entreprise, mais j'ai pu me permettre de prendre le temps, ce que tout le monde ne peut pas. Et
Ça, je comprends tout à fait. Enfin, c'est pas une critique quand je dis ça, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Je sais pas, il y a des volontaires. Une question à propos d'une feature fournie par Composer. À propos d'une feature. Oui. En fait, Composer, on peut faire des paquets qui provide des fonctionnalités. T'en as pas parlé. Oui. Ça n'a pas l'air d'être utilisé énormément. Je voulais savoir si tu le recommandes ou pas. Donc provide, ça permet juste en 2 mots de dire qu'un package est aussi provide un autre nom en gros. Donc si quelque chose require Symfony et que vous avez par exemple si Zen Framework dit qu'il provide Symfony, quand on installe Zen Framework, Composer dira ok, ce qui require Symfony, ça marche aussi parce qu'il y a Zen Framework qui est présent et il provide Symfony. J'espère que personne ne fout la merde avec ça, mais il y a des... Voilà, hein, on va dire que tout se passe bien tant que tout le monde est gentil. Mais... Non, donc je sais pas... C'est pas que je recommande ou que je recommande pas, c'est je pense qu'il y a très peu de cas d'utilisation vraiment nécessaires. Il y a des gens qui le font dans le domaine PHP, CR, etc. pour tout ce Symfony CMF. Là, ils ont quelques packages qui sont... Ils ont un package adapteur ou je sais pas quoi, c'est une interface qui demande qu'il y ait un package qui implémente l'interface qui soit présent, mais il ne spécifie pas lequel parce qu'il y a plusieurs implémentations. Donc selon l'implémentation que tu as, il y aura un provide vers ce package virtuel qui est requiré par l'interface et du coup ça permet que tout le monde soit content et que quand tu requires l'interface, tu forces en gros tu forces la personne à choisir une implémentation. Mais oui, c'est pas souvent qu'il y a des cas comme ça vraiment. Une dernière question ? Oui, alors bonjour. Je posais une petite question sur un sujet qui fâche. Oui. Pas forcément toi, hein, mais quand on installe des projets PHP, très souvent on a besoin d'autre chose que de PHP, par exemple jQuery, Backbone et d'autres cochonneries de ce genre. Ouais. Est-ce que dans l'avenir, tu envisages que tu puisses les déclarer directement dans Composer avec un public components dans lequel ça va se déployer, quelque chose comme ça ? Je sais pas, est-ce que mon cher François Pluchino est dans la salle parce qu'il est français, à ce que je sache, il est très intéressé dans le domaine, mais je ne l'ai jamais rencontré, je pense. On va dire que non, ou il se cache. Je sais pas. Il y a donc ce François en question a un plugin qui fait ça pour Bower, donc qui intègre Bower à Composer. Moi, c'est quelque chose que, à la base, j'attendais de voir un peu ce qui se passait au niveau front-end, parce que oui, je comprends la problématique, même si en pratique, c'est très peu le cas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de packages PHP qui ont vraiment des dépendances sur du JavaScript. Il y en a, je suis d'accord, dans tout ce qui est plugins, CMS, etc., c'est un peu plus courant, mais l'écosystème librairie, il n'y a pas énormément. Oui, sauf que mon exemple à moi, c'est le produit final qui utilise Composer. Voilà, ça, c'est autre chose. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire quelque chose qui dépend de Bower. Et dans 2 ans, Bower, c'est mort. Il y a le nouveau truc shiny, cool, que tout le monde dans le monde JavaScript est super fan. C'est toujours trop en flux pour que moi, je fasse un commitment à maintenir ce truc pendant 10 ans dans le Composer. C'est ça le problème que j'ai. Donc maintenant qu'il y a ce plugin, ça règle plus ou moins la question pour moi. C'est que c'est pas mon problème. Et je pense je sais que c'est utilisé par Yi, le framework. Enfin, je crois que c'est utilisé pour leur nouvelle version. Donc je pense que ça doit marcher plus ou moins. Je sais qu'il y a encore des pull requests que je dois merger dans un Composer pour vraiment permettre toutes les fonctionnalités qu'ils veulent. Mais je pense, avant qu'on voit ça dans le Composer, c'est pas demain la veille, je dirais. Mais je comprends le problème, mais c'est vraiment, si tu regardes de mon point de vue, c'est pas un problème facile à résoudre.
Parce que, ouais. En quoi est-ce qu'un support natif en Composer serait meilleur qu'un plugin qui apporte le support? Moi, ce que j'aime bien, c'est une solution simple où tu ne déploies pas N techno. Devoir installer Power, Node, etc. sur un serveur qui n'exploite pas après. C'est plus simple pour toi, moins pour Jordi. Pardon? C'est beaucoup plus simple pour les utilisateurs, beaucoup moins pour Jordi. Ah non, Voilà. Mais oui, non, mais voilà, j'explique juste mon point de vue. Maintenant, on peut être d'accord, de pas être d'accord. Mais je comprends le besoin, mais j'ai pas de solution simple de mon côté, donc j'ai pas envie d'avoir une solution compliquée pour quelque chose qui sera peut-être pas si simple au final du côté utilisateur non plus. Bien. Là, on va dépasser sur la je vais me session faire d'après. jeter, donc on peut en parler dehors. Vous pouvez en parler autour d'un café. Dans cette salle, vous allez avoir